Quand on numérise un site archéologique, on a un objectif, c'est d'abord améliorer la connaissance de ce site-là, en fait. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va produire une 3D virtuelle du site archéologique, mais cette 3D, elle n'est intéressante que parce qu'elle va pouvoir être interprétée par des scientifiques, par des archéologues, qui vont par là même mieux comprendre l'histoire du site, l'intérêt qu'il peut avoir dans le patrimoine d'une civilisation. Et donc, il y a toute une utilisation d'abord scientifique de nos données qui vont permettre d'améliorer un peu la connaissance de ces civilisations, d'améliorer justement tout le travail scientifique de publication qu'il peut y avoir. Il y a un deuxième aspect, c'est que donc comme nous, on va reconstruire le site de manière photoréaliste. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On va recréer un territoire virtuel, mais pour le coup, cette fois-ci, accessible à tous. Et en général, quand on est sur un site en Afghanistan, dont l'accès est très compliqué, parce que pour des raisons sécuritaires, parce qu'il faut passer des barrages de l'armée, parce qu'il faut des autorisations particulières, quand on est sur un site qui est comme ça, qui est extraordinaire, mais que personne ne peut visiter, on a bien envie de recréer finalement un accès par le biais de ces technologies numériques. Et c'est là-dessus qu'on travaille justement avec le gouvernement afghan notamment. On essaie de développer ce qu'on va appeler des sites virtuels que tout le monde pourra visiter, pour que tout le monde puisse se rendre compte finalement que le patrimoine afghan, c'est un patrimoine extraordinaire. Et c'est un patrimoine dans lequel on a des civilisations grecques, des civilisations bouddhiques, des civilisations islamiques, des civilisations sassanides, voilà, qui se sont succédées sur ce territoire, créant une espèce de richesse et de diversité culturelle assez étonnante. Et ça, malheureusement, c'est pas du tout l'image aujourd'hui qu'on a de l'Afghanistan, parce qu'on a une image qui est relayée par les médias d'un pays très très fermé avec une espèce de monoculture, et c'est pas du tout le cas. Et donc, on voudrait se servir vraiment de ces technologies comme des vecteurs de diffusion pour montrer la richesse de l'histoire afghane. Et ça, c'est un outil qui est nouveau, qui pour la première fois va permettre effectivement de redonner une accessibilité et un contact pour tout le monde avec ce patrimoine qui est malheureusement très difficilement accessible. Ce qui est intéressant, c'est qu'on doit rentrer en contact avec beaucoup de personnes de métiers, de cultures très différentes. Nous, on s'appuie beaucoup aujourd'hui sur un réseau qui est très fort, que la France a créé depuis au moins une centaine d'années, qui est le réseau des archéologues français qui travaillent à l'étranger. La France a un institut à Téhéran, un institut à Erbil, au Kurdistan, par exemple, où des archéologues sont là pour faire leur travail. Et donc c'est très intéressant pour nous parce qu'on s'appuie effectivement sur ces gens-là qui sont sur place, qui connaissent très bien le terrain, qui connaissent très bien l'écosystème des archéologues irakiens, iraniens, afghans. Et ça permet de rentrer très facilement dans cette culture et surtout de leur expliquer, de leur montrer ce qu'on peut faire avec nos technologies et comment nos technologies peuvent valoriser leur culture. Et plus généralement aussi avec les gouvernements de ces pays qui s'intéressent aussi à nos technologies parce que c'est une opportunité aussi de valoriser leur patrimoine à l'échelle internationale, quoi. Donc oui, ça participe vraiment à un dialogue culturel entre des spécialistes qui sont des spécialistes scientifiques d'abord, mais aussi plus généralement entre des peuples qui sont simplement curieux de voir leur propre patrimoine ou le patrimoine des voisins, quoi. Nous, on s'est beaucoup intéressé justement à des technologies 3D capables de rassembler finalement des documents d'origine très différente. Par exemple, sur un site comme Palmyre, certains temples de Palmyre aujourd'hui ont complètement disparu. Et quand on essaie de retrouver un maximum de documentation autour de ces temples-là, on se retrouve avec des documentations qui sont
pas du tout homogène. On va avoir des photos qui ont été faites par des archéologues, qui sont des photos très précises, très ciblées, etc. On a aussi des photos de touristes qui sont voilà des photos qui ont été prises à différents moments de l'histoire. On va avoir aussi des dessins, des relevés qui ont été faits par les architectes qui ont travaillé sur ces sites-là. On va avoir des aquarelles anciennes de voyageurs au XVIIIe siècle aussi. Et on s'est rendu compte que ce qui c'était très intéressant, c'était de regrouper toutes ces documentations graphiques au sein d'un même modèle virtuel qui lui sert en fait finalement de base de données spatiale sur lequel on va agréger en fait toutes ces documentations et pour pouvoir les superposer et les comparer. Et donc en faisant ces travaux sur Palmyre, on a pu non seulement reconstruire le temple de Bel juste avant sa démolition par Daesh, mais on a pu reconstruire aussi le temple de Bel tel qu'il a évolué à travers le XXe siècle et le XIXe siècle, et notamment à travers des restaurations qui ont été faites dessus, et voilà. Et donc on a pu en sortir, disons, une vision dynamique est beaucoup plus complète que la vision qu'on en avait avant, même en étant sur place, parce qu'on a une vision statique à un moment donné, quoi. Et donc maintenant on travaille beaucoup sur ces modèles 3D, non plus comme des modèles voilà tels qu'on les imagine, mais plutôt comme des bases de données spatiales et dynamiques sur lesquelles on vient agréger au fur et à mesure de plus en plus de données qui vont nous donner de plus en plus d'informations sur l'environnement qu'on va étudier, quoi.